Donc vous avez vu le titre du séminaire d'aujourd'hui, c'est un titre un petit peu racoleur, phénomène explosif dans l'atmosphère, la face cachée des orages. Mais manifestement ça marche puisque vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Bon, la réalité c'est que depuis le début des années 90, et ça jusqu'au milieu des années 2000 en fait, on a découvert toute une série d'événements assez impressionnants et effectivement assez explosifs, très limités dans le temps, qui se produisent au-dessus des orages. Donc, et cette découverte relativement récente, vous allez voir, c'est des phénomènes assez impressionnants. Cette découverte relativement récente, ça illustre bien en fait que notre compréhension de l'interaction des orages avec les couches supérieures de l'atmosphère et jusqu'à l'ionosphère est en fait assez peu bien maîtrisée, peu connue. Et donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc l'objectif de ce séminaire d'aujourd'hui, comme c'est des phénomènes qui ne sont pas forcément encore très bien connus, eh bien, c'est de vous présenter ces phénomènes. Il y a deux grandes classes de phénomènes, les phénomènes optiques lumineux transitoires, qu'on appelle les TLE, un acronyme anglais. Et puis aussi, il y a aussi des phénomènes qui sont des bouffées d'accélération, des bouffées de particules gamma, qu'on appelle les TGF. Et pour conclure, puisqu'il y a des phénomènes nouveaux, donc il y a une communauté scientifique qui est très active pour travailler sur ces sujets, et donc ça donne lieu à de nombreux projets. Et parmi eux, il y en a un projet qui est bien sûr le projet phare des années à venir, c'est la fameuse mission Taranis. Et donc je terminerai mon exposé par une brève présentation de Taranis, et je vous montrerai une petite animation de 4 minutes qui fera un peu la synthèse de ce projet. Bien, donc je vais commencer par vous rappeler quelques informations de base sur les orages. Donc là, vous avez une carte qui montre la distribution des éclairs à la surface du sol, à la surface de la Terre. C'est en nombre de flashs par kilomètre carré. Donc, pas de surprise, on voit qu'il y a des grands bassins orageux, typiquement qui sont au niveau des zones équatoriales, puisque c'est là où il y a le plus de chauffage par le soleil. Et vous savez que les orages sont produits par des phénomènes convectifs, c'est des masses terre qui sont convectées, et donc pour ça, il faut beaucoup d'énergie au niveau du sol. Et donc, on a les principales zones d'orage. Les principales zones d'orage se trouvent au niveau des zones équatoriales. Bien. Quelques informations supplémentaires sur les orages. Il faut savoir qu'à chaque instant, on peut estimer qu'il y a environ à peu près 4000 orages qui sont actifs à la surface de la Terre. 4000 octaves, c'est pas mal. Ça donne lieu à environ 4 millions d'éclairs par jour. Alors, les éclairs, ça comprend tous les types d'éclairs. À la fois les éclairs à l'intérieur du nuage de l'orage, entre les nuages d'orage, et puis les éclairs aussi qui ont lieu entre le nuage lui-même et le sol. Donc en France, il faut savoir, ça donne lieu à 500 000 coups de foudre par an, 15 000 incendies, c'est des statistiques, entre 20 et 50 morts par an aussi. Ça fait plus de 20 000 têtes de bétail qui sont foudroyées. Et ça fait des choses qui, grosso modo, coûtent en France l'ordre de 1 milliard d'euros. Bien. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'en fait, tous ces orages, ils participent à un circuit au niveau planétaire qu'on appelle le circuit électrique global. Tous les orages que vous avez ici, vous voyez, en fait, ils jouent le rôle d'un générateur entre deux plaques qui sont conductrices, c'est la Terre et puis l'ionosphère, vers 100 km d'altitude. Donc vous avez le générateur qui produit la séparation de charges. Les éclairs assurent la transmission des charges entre la Terre et les nuages. La partie supérieure de l'ionosphère est plus conductrice, il peut y avoir diffusion, enfin c'est comme ça qu'on voyait ça, il y avait diffusion des charges jusqu'à l'ionosphère. Et puis il y a un retour dans l'atmosphère par temps calme, avec des très faibles densités de courant, qui arrivent ici. Donc ça c'est le circuit électrique global. Donc voilà un petit peu le schéma qu'on avait des orages au niveau global, jusqu'au coup de tonnerre, justement, on peut dire. Alors ça je vous montre un petit peu, c'est intéressant, ça vous montre comment se passe un coup de foudre. Le vrai coup de foudre, ce qu'on voit au niveau de l'œil nu, c'est ça. C'est cette répétition, mais en fait, vous voyez qu'il y a toute une partie précédente qui sont des traceurs qui trouvent leur chemin vers la Terre, et lorsqu'il y a un chemin qui a été sélectionné, ensuite c'est par celui-là qu'on revoit les coups de foudre. Bien, donc je vous dis, c'est un petit peu l'état global de nos connaissances jusqu'en 1990, et la coup de tonnerre, il y avait une équipe de scientifiques qui faisait des tests pour une nouvelle caméra de télévision particulièrement sensible. Donc ils faisaient des tests la nuit, c'était sur une hauteur, et ils visaient une étoile, ils voulaient voir s'ils pouvaient la mettre en évidence avec leur nouvelle caméra sensible de télévision. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le laboratoire pour regarder les images, ils sont aperçus qu'en fait, ils avaient non seulement leur étoile, mais ils avaient aussi observé des phénomènes assez extraordinaires, des espèces de grands flashs lumineux,
Et donc ça, c'est la première mise en évidence de phénomènes lumineux qui se produisent juste au-dessus d'un orage. Ça, il y avait un orage en dessous. Et quelques années plus tard, on a réussi à avoir même des émissions lumineuses. Donc vous voyez que ça, c'est l'altitude. Vous avez ici le sommet de l'orage. Et puis vers 80, entre 60 et 80 km d'altitude, vous avez ce phénomène, un sprite, qui se produit. Donc ça a été la stupéfaction quand ça a été annoncé. Et donc suite à ça, les gens ont commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passait au-dessus des orages. Est-ce que c'était un phénomène courant? Est-ce qu'il y en avait partout? Et comment est-ce qu'on pouvait expliquer ces phénomènes-là? Et depuis, à partir des années 90, jusqu'au début des années 2000, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas seulement des sprites, mais il y avait tas d'autres phénomènes lumineux. Alors, on a donné des noms à ces choses-là, des elves, des jets géants, des sprites dont je l'ai dit, des blue jets, tout un tas de phénomènes qui se produisent au-dessus des orages. Et aussi, pareil, dans la décennie 90, on s'est aperçu aussi que non seulement il y avait des phénomènes lumineux, mais que sous certaines conditions, les nuages d'orage pouvaient en fait se conduire comme des accélérateurs de particules extrêmement performants et accélérer des électrons jusqu'à des dizaines de mégaélectronvolts. Et ce qui donne lieu à des bouffées de rayonnement gamma qui étaient observées par les satellites. Donc vous voyez qu'il se passe plein de choses au-dessus des nuages d'orage. Et puis on va rentrer un petit peu dans le détail de tous ces phénomènes-là. Donc je vais commencer par les phénomènes transitoires lumineux, les TLE. C'est des phénomènes optiques. Donc ça, c'est un terme générique. Et ça regroupe toute une série de phénomènes qui sont complètement différents les uns des autres. Donc par exemple, vous voyez ici, donc ça c'est une courbe qui vous montre en fonction de l'altitude. Là vous avez un gros nuage d'orage classique qui se passe dans la troposphère, les couches basses de l'atmosphère. Ça fait à peu près 14-15 km d'altitude. C'est la couche dans laquelle on vit, dans laquelle vous connaissez tout ce qui se passe ici. Et donc si on regarde en fait, on voit des phénomènes lumineux qui vont jusqu'à l'ionosphère. Là l'ionosphère commence à peu près vers 100 km d'altitude. Vous avez des phénomènes qui sont extrêmement rapides, qui ont une durée de vie de l'ordre de la milliseconde, et qui peuvent faire jusqu'à 300 km d'extension, des espèces d'anneaux qui apparaissent ici au niveau de la limite ionosphérique. Un peu plus bas, dans la mésosphère, vers 80 ou 60 km d'altitude, vous avez justement toute la série des sprites. Mais alors vous avez des sprites complètement différents, des sprites avec halo, des sprites sans halo, des sprites qu'on appelle carottes, des sprites colonnes, enfin il y a toute une zoologie là-dessus. Et si vous descendez plus bas, vous pouvez encore, donc cette fois-ci juste à la surface des orages, vous pouvez voir se développer ce qu'on appelle des jets, donc qui prennent naissance juste à la surface des orages, à la partie supérieure des orages, donc autour de 14 km d'altitude, qui typiquement donnent lieu à des blue jets qui vont jusqu'à une cinquantaine de kilomètres d'altitude, mais plus rarement, et de façon aussi beaucoup plus spectaculaire, ça donne lieu à ce qu'on appelle des jets giants, des jets géants, qui eux vont de la surface de la partie supérieure du nuage d'orage jusqu'à l'ionosphère, donc une quinzaine de kilomètres jusqu'à pratiquement 90 km d'altitude. Donc vous voyez des phénomènes avec des géométries complètement différentes, des zones de génération complètement différentes aussi, toutes les altitudes sont concernées, et des temps d'existence qui sont aussi très, très, très différents, puisqu'on peut aller de 1 milliseconde à des elfes, typiquement une dizaine de millisecondes au maximum pour des sprites, et puis des centaines de millisecondes, voire même exceptionnellement jusqu'à la seconde, pour les jets. Donc tout ça, il faut maintenant essayer un peu de comprendre comment ça marche. Donc vous imaginez bien que suite à toutes ces découvertes, eh bien, les physiciens se sont emparés du sujet et ont cherché à donner des explications. Donc ce que je vais faire, avant de passer aux explications, aux mécanismes, vous donner des idées sur les mécanismes de génération, je vais vous donner quand même, vous présenter un petit peu les phénomènes, pour que vous ayez une idée de voir ce que ça donne en réalité. Donc voilà, j'ai sélectionné 2 types d'événements. De loin, le plus spectaculaire, à mon avis, c'est les jets géants. Ils sont très spectaculaires parce qu'on peut les voir à l'œil nu. Ils ont une durée de vie suffisamment longue pour qu'on puisse effectivement les voir en réalité sans autre instrument que votre œil. Avec votre œil, vous pouvez les voir. Typiquement, ils peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de millisecondes, et dans quelques cas particuliers, ça peut même durer plus d'une seconde. Donc c'est parfaitement visible. Donc là, ça c'est un jet qui est très, très, très célèbre, qui a été présenté par Serge Soula, en 2011. C'est quelque chose qui a été observé à La Réunion par un chasseur d'orage, quelqu'un qui avait du matériel, qui se trouvait là au bon moment et qui a pu faire des choses assez extraordinaires avec ça. Et donc ça a été réalisé. Alors ça a eu beaucoup de succès lors des présentations
en 2011, puisque c'était un jet géant français. Et puis il y a ce côté bleu, blanc, rouge que vous voyez ici. Et puis il a été repéré sur une terre française, donc ça a prêté à beaucoup de discussions. Alors, il faut savoir que ça, c'est assez extraordinaire. Donc, en fait, lors de cet orage, ce n'est pas seulement un jet géant qui a été observé, mais 5 jets géants successifs. Là, je vais vous montrer simplement un, donc une petite image pour voir ce que ça peut donner. Imaginez-vous, vous regardez un orage, voilà l'orage qui se passe ici. Vous êtes très loin de l'orage, vous le voyez, et tout d'un coup, vous avez un phénomène, paf, qui part d'un super orage, et ça va jusqu'à 90 km d'altitude. Alors, pour vous mettre les choses en perspective, un éclair d'habitude, ça fait 2 km. Donc, l'éclair classique que vous connaissez, ça va de la base du nuage jusqu'au sol, 2 km. Là, vous avez presque 100 km de vent. Et puis, un volume sans comparaison. Donc, un phénomène extrêmement puissant. Donc, voilà pour les jets. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Là, maintenant, je vais vous montrer un sprite. Alors, ça a été pris, c'est intéressant. Ça a été pris avec une caméra ultra rapide, 10 000 images par seconde. Ça vous permet comme ça, donc la petite vidéo que je vais vous montrer, elle dure en réalité 9 millisecondes, mais en ayant une caméra ultra rapide, ça permet de rentrer dans le détail de la microphysique des sprites. Donc ça a été pris au-dessus d'un nuage d'orage, l'orage est tout en bas ici, là vous avez une échelle d'altitude, en fait ce que vous allez voir, c'est un champ qui se trouve entre 70 et 100 km d'altitude. C'est là où se trouvent les sprites. Vous allez voir ce qui se passe. Donc voilà le sprite, donc là hop, vous voyez, c'est l'initiation du sprite, paf, dans la zone entre 70, il y a une espèce de halo, et puis on voit apparaître des espèces de décharges, sur des dizaines de kilomètres quand même. Hein. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est ce qui se passe ensuite. Regardez un petit peu. Vous voyez, des espèces de perles lumineuses qui descendent, et puis ensuite on les voit même qui remontent. Donc une microphysique de ces phénomènes qui est extrêmement complexe. Alors, il faut savoir que ces perles lumineuses que vous avez vues descendre, elles descendent extrêmement rapidement. Hein. Elles descendent avec des vitesses qui sont des fractions de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 10 000 km par seconde. Celles-ci, elles ont été mesurées. Donc, une microphysique, manifestement, de ces phénomènes qui est très complexe. Donc, on ne va pas pouvoir expliquer tout ça de façon simple. On le sait déjà. Bien, par contre, autre question qu'on peut se poser aussi. Donc, d'accord, on sait qu'on a ces phénomènes, ils sont spectaculaires. Mais quel est l'impact de ces phénomènes en réalité dans la haute atmosphère? Parce que s'il y en a un tous les siècles, ce n'est pas vraiment important. Donc, initialement, lors de la première découverte des sprites et des premiers TLE, tout de suite, comme ils étaient découverts, ils ont été observés, les premiers au-dessus des orages très intenses qui ont lieu dans les grandes plaines américaines. On a dit, oh oui, mais c'est un phénomène exceptionnel qui ne peut se produire que dans des conditions particulières, avec des orages extrêmement puissants. La réalité, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Pour observer ces phénomènes, vous avez besoin d'une chose, d'un orage, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut en voir au-dessus de Toulouse, quand il y a un orage, on peut en voir partout. La condition, c'est d'avoir un orage, et vous avez des phénomènes comme ça. D'ailleurs, il y a des observations maintenant qui sont faites un peu partout dans le monde. Comme on est à l'ONP, vous savez peut-être qu'il y a une station d'observation sur le site du Pic du Midi qui s'occupe de ce truc-là. Bien. Mais la plus belle évidence de l'ubiquité de ces phénomènes-là, elle est donnée par les observations qui ont été prises par de l'espace, par un satellite qui s'appelle Formosat 2. En fait, c'est une plateforme du type SPOT, hein, donc qui a été achetée par les Taïwanais et qui était chargée de faire la cartographie, comme les données SPOT le font, pour Taïwan. Bien, mais il se trouve qu'à embarquer à bord de cette plateforme, il y avait un autre instrument qui était équipé de microcaméras et de photomètres, et qui regardait à l'horizon, comme ça en permanence, et qui pouvait, enfin pas en permanence justement, et qui pouvait comme ça mettre en évidence les phénomènes lumineux qui pouvaient se produire dans l'atmosphère. Alors il se trouve que la tâche principale de ce satellite, c'était vraiment la cartographie. Il l'avait acheté, c'est conçu pour ça au niveau de Taïwan. Et donc l'expérience ISVAL, en fait, avait droit qu'à un tout petit peu de temps pendant la mission, quelques minutes par jour, et un tout petit peu de télémétrie. Donc, ils ont fonctionné comme ça pendant quelques années, ils fonctionnent toujours d'ailleurs. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est les observations recueillies par cette expérience, qui ne travaillait que quelques minutes par jour, qui était orientée, qui regardait au limbe à très grande distance avec des photomètres. C'était à des milliers de kilomètres, donc n'était pas du tout bien faite pour ça, et qui a obtenu les résultats suivants. Sur seulement 3 ans de données, on a observé, ils ont réussi à mettre en évidence des milliers de TLE, principalement des elfes,
mais aussi des centaines de sprites et de sprites halo. Donc si on tient compte du fait qu'ils ne travaillent que très peu de temps, qu'ils ne sont pas forcément en train de regarder au bon endroit, qu'il n'y a pas forcément un orage quand ils regardent à cet endroit-là, si on recombine tout ça et qu'on fait des statistiques, on s'aperçoit qu'en fait, alors vous pouvez voir déjà les distributions géographiques, hein, on en voit partout. Ce n'est pas spécialement au-dessus des zones, là où il y a les orages les plus intenses, vous en voyez un peu partout. Donc oui, si on combine tout ça, ce qu'on peut dire, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, presque 10% en fait, des éclairs lumineux donnent lieu, en contrepartie, à un TLE. Si on fait le compte un petit peu ça veut dire que chaque jour, il peut y avoir des dizaines, voire une centaine de milliers de TLE qui se produisent. Donc c'est loin d'être un phénomène rare, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la surface de la Terre, il y a, on en est maintenant sûr, c'est des centaines de milliers d'événements qui se produisent tous les jours. Donc c'est important de les étudier et de regarder quel impact ils peuvent avoir. Bien, alors maintenant je rentre un petit peu, puisque les sprites, c'était les premiers à avoir été découverts, au début des années 90, donc vous pensez bien qu'il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus pour essayer d'expliquer les phénomènes, comment est-ce qu'on pouvait avoir ce type de phénomène-là. Donc je vais essayer de vous présenter de façon très synthétique et avec les mains le mécanisme qui est proposé pour expliquer en gros, pas question de pouvoir rentrer dans la microphysique avec ce que je vais vous montrer là, en gros donc un peu la physique du phénomène. Alors l'idée de base, bien sûr, c'est l'orage, hein, puisque c'est toujours associé à un nuage d'orage. Vous avez un orage qui est une magnifique machine à faire de la séparation de charges, hein, par la convection. Vous connaissez peut-être le principe des orages. C'est de l'air qui est chaud et humide, qui en montant se refroidit. Ça fait de la condensation, des cristaux de glace qui deviennent des grêlons, qui collisionnent, qui retombent, qui collisionnent avec les cristaux. Les chocs font de la séparation de charges. Et grosso modo, de façon ultra simplifiée, vous avez une accumulation de charges positives au sommet des nuages d'orage, et puis, disons, une accumulation de charges négatives à la base des nuages d'orage. Donc, alors ça se passe, c'est cette espèce de mécanisme de génération de séparation de charges, ça se passe sur des échelles de temps qui vont typiquement de quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. Donc c'est relativement lent, ce phénomène de chargement, enfin relativement. Hein. Donc ça va permettre, d'une part, à la Terre de faire apparaître des charges positives ici qui vont faire écran aux charges négatives ici, et de la même façon, dans la haute atmosphère, il y a relativement pas mal de charges libres, c'est relativement conducteur, et à l'échelle de la minute, la mobilité de ces charges est suffisante pour pouvoir se déplacer et faire écran également. D'accord ? Donc il va y avoir une accumulation de charges positives au niveau de la Terre, une accumulation de charges négatives dans l'atmosphère au-dessus du nuage d'orage, ce qui fait qu'en fait, à haute altitude au-dessus de l'orage, les charges sont complètement écrantées, et donc vous ne devez pas avoir particulièrement de champ électrique important. Donc a priori, rien ne doit se passer. Oui ? Bon, maintenant, ce qui peut se passer, par contre, ce qui arrive, c'est que de temps en temps, il peut y avoir un éclair un peu particulier qu'on appelle des positive cloud to ground, qui en fait, c'est un éclair qui n'est non pas lieu entre la base du nuage d'orage et le sol, mais qui va avoir lieu entre la partie supérieure du nuage et le sol. Or, un éclair, par contre, là, les échelles de temps sont beaucoup plus courtes. Ça va pouvoir enlever du nuage, enfin neutraliser dans le nuage une charge sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de la milliseconde, voire moins. Oui ? Donc vous allez pouvoir perturber, il y a une espèce d'équilibre ici de neutralisation, et tout d'un coup, avec un éclair positif CG+, on va pouvoir complètement détruire cet équilibre. On va se retrouver ici avec une charge négative qui est complètement surnuméraire, et donc il va pouvoir produire un champ électrique qui va durer, le temps que les charges se réorganisent dans l'atmosphère, qui va durer quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. D'accord ? Alors ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est la clé de l'explication. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. Donc ça c'est une petite courbe. Donc en fonction de l'altitude, ça, cette courbe en pointillé, c'est la première courbe sur laquelle vous vous intéressez, c'est une courbe de ce qu'on appelle le champ électrique de claquage. C'est le champ électrique qu'il faut impliquer dans l'atmosphère pour que spontanément il y ait une décharge qui se produise. D'accord ? Donc au niveau du sol, vous voyez, c'est des 10 puissance 7 volts par mètre. C'est 10 millions de volts par mètre. Oui ? L'ordre de grandeur de la charge positive, par exemple, du nuage qui est à gauche, c'est à peu près une centaine de coulombs. Voilà, par exemple, ici, ce qu'on a pris, c'est voilà, on enlève une centaine. Pour cet exemple qui est montré ici, on enlève une centaine de coulombs. Typiquement, c'est 50 coulombs, quelques dizaines de coulombs. Oui, donc je disais, voilà, donc ça, cette courbe-là, ça vous montre la façon dont évolue. Alors ça évolue en fonction de la densité. Plus la densité de l'atmosphère est faible, et bien avec l'altitude, la densité diminue, plus il est facile de faire claquer l'atmosphère.
Et donc, vous voyez qu'il faut des champs de l'ordre du million de volts dans un nuage pour arriver à faire une décharge. Par contre, si vous vous mettez à 70 ou 80 km, vous avez simplement besoin de champs électriques de quelques centaines de volts par mètre pour faire la décharge. Oui. Donc, ce que je vous dis maintenant, imaginez que vous enlevez brutalement notre fameuse vierge ici. Donc, vous allez créer un champ au-dessus du nuage d'orage qui va durer quelques millisecondes, qui, lui, va décroître en 1 sur R3, alors que le champ de claquage décroît exponentiellement. Donc, à une certaine altitude, ce champ-là, pendant quelques millisecondes, qui existe pendant quelques millisecondes, va pouvoir générer des claquages, mais à des altitudes suffisamment élevées, typiquement autour de 60, entre 70 et 80 km. Alors j'espère que j'ai été clair, parce qu'en fait, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. Hein. Donc dans ces conditions-là, on va pouvoir avoir le claquage, qui donne lieu au sprite. Alors ça vous permet d'expliquer facilement le lieu. Pourquoi est-ce que ces sprites sont corrélés effectivement avec des éclairs CG+, c'est effectivement ce qu'on observe. Par contre, ça ne vous permet pas du tout de comprendre la microphysique de ce phénomène. Bien. Pour les elfes, maintenant, on a parlé, vous savez, de ces structures en anneaux. Ils ont été observés pour la première fois en 1992, à partir du Space Shuttle. Et c'était au-dessus d'un orage qui était, alors là aussi, pour l'anecdote, c'était au-dessus de la Guyane française. Donc, première observation, c'était au-dessus de la Guyane française. Donc, depuis lors, on les observe aussi à partir du sol, par des caméras et des photomètres, depuis 1996. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez bien compris, une explication relativement simple. Et ça explique très bien un peu toutes les caractéristiques de ce qu'on observe par les mesures. Donc ça marche bien. L'idée de base, c'est que vous avez un éclair puissant. Alors là, il peut être positif, négatif. C'est simplement un éclair assez puissant. Vous avez besoin d'un éclair assez puissant. C'est une décharge, d'accord, donc ça va jouer le rôle d'une espèce d'antenne. Et donc, quand vous associez à cette décharge, vous avez ce qu'on appelle une impulsion électromagnétique. Alors, je ne sais pas, dans les anciens postes de radio, lorsqu'il y avait un éclair qui passait à proximité, vous entendiez un parasite dans votre poste de radio. Alors, je ne sais pas si ça marche encore avec les émissions actuelles. Et bien ça, c'est cette fameuse impulsion électromagnétique qui se propage dans le vide et qui rayonne à partir de la décharge du coup de foudre. Alors, si elle est suffisamment puissante, cette impulsion électromagnétique, donc elle a assez d'énergie, et au niveau de la couche D, qui est la première couche conductrice, elle va pouvoir chauffer les électrons, puisque les électrons vont pouvoir interagir avec l'onde électromagnétique. Donc, ça va chauffer les électrons de la couche D, qui, eux, vont collisionner avec les molécules d'azote qui se trouvent encore en nombre à ces altitudes, exciter ces molécules d'azote, lesquelles, en se désexcitant, vont produire cette émission, une émission rouge, parce que c'est la première bande positive de l'azote. Et donc la géométrie en anneau, eh bien, elle est imposée par l'impulsion électromagnétique, qui se propage à la vitesse de la lumière de façon concentrique. Donc ça explique très bien. On peut dire que ça, c'est parmi les TLE, c'est le type de phénomène pour lequel on a à peu près bien compris ce qui se passe. Et c'est de loin le plus fréquent. Alors les jets géants, par contre, ça c'est autre chose. Alors ça aussi, première observation documentée 2002, donc vous voyez que c'est quand même pas si vieux que ça. Vous avez vu des images tout à l'heure, donc ça aussi, ça a fait l'effet d'une bombe lorsque ça a été découvert. Et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de théorie qui explique bien. Il y a trop peu de cas en fait, qui ont été recensés et qui sont documentés. Alors on peut commencer à faire des théories, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez pour l'instant de données associées pour pouvoir vraiment tester et valider les théories. Donc je préfère ne pas rentrer dans le détail là-dessus. Bon, eh bien, voilà pour les TLE. Vous savez un petit peu maintenant donc les phénomènes lumino-optiques. Vous avez vu qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent. On maîtrise certains aspects, mais pas tout. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent relatives à ces choses-là. Et maintenant, je veux aborder la deuxième partie parmi les phénomènes explosifs au-dessus des éclairs d'orage. Je veux parler des TGF, les Terrestrial Gamma Ray Flashes, TGF. Alors, ils ont été découverts, là aussi c'est assez amusant, enfin, ils ont été découverts par Fishman en 1994. En fait, ils ont été publiés pour la première fois par Fishman en 1994. Alors Fishman, c'était le responsable d'un gros satellite, le CGRO, qui était le Compton Gamma Ray Observatory, dont l'objectif n'était pas du tout de regarder ce qui se passe à la surface de la Terre. L'idée, c'était de la physique cosmique, les physiques à haute énergie dans l'espace, dans le cosmos. Donc c'était plutôt regarder les autres galaxies ou le cœur de notre galaxie pour les phénomènes ultra-énergétiques qui produisent des émissions gamma extrêmement intenses. Donc c'était ça la physique qui était le cœur du sujet de CGRO.
Et donc, ils ont fait leur chose, et dès le début, ils ont eu des problèmes. Dès le début de la mission, ils se sont aperçus qu'ils avaient des événements, des sursauts gamma, qui ne collaient pas, puisque lorsqu'ils cherchaient à voir d'où est-ce qu'ils venaient, en faisant de l'anticoïncidence avec leurs différents capteurs, au lieu de venir de l'extérieur, eh ben, ça venait de leur dos, ça veut dire que ça venait de la Terre. Et au début, comme c'était complètement inimaginable pour eux de penser qu'il pouvait y avoir des mécanismes naturels ou autres qu'une explosion nucléaire qui puissent produire des faisceaux gamma avec des dizaines de mégaélectronvolts, ils ont pensé à une erreur de leur système ou des erreurs d'analyse. Et donc il a fallu en fait 3 ans avant qu'ils se décident à publier, devant l'accumulation de phénomènes, à se dire bon ben c'est pas possible, on n'a pas pu se tromper, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc voilà, donc ça a été la première découverte par CGRO. Donc il faut bien savoir que cet instrument-là, le détecteur gamma, c'était le détecteur BATSI qui était à bord, n'était pas du tout conçu pour la détection de phénomènes du type TGF. C'était pour les sursauts gamma à échelle cosmique, dans ces échelles de temps complètement différents, un nombre de photons complètement différents. Et donc dans toute la durée de vie de sa mission, il a découvert moins de 100 TGF, même le nombre exact c'est 79. Depuis, il y a eu d'autres satellites qui ont été lancés, RECI, Agile et Fermi, qui là sont aussi des satellites qui sont équipés de détecteurs gamma. Alors il faut savoir que Agile et Fermi, ce sont 2 satellites qui sont aussi dédiés uniquement, enfin principalement à la physique des hautes énergies dans le cosmos. Et RECI, lui par contre, est dédié à la physique des hautes énergies, mais ce qui se passe sur la surface du Soleil. D'accord ? Et eux aussi ont permis de trouver des TGF de la même façon, donc ils ont confirmé la découverte de CGRO. Et voici un petit peu les caractéristiques de ce qu'ils observent. Pour ces phénomènes, ces TGF, comment ça se manifeste? Donc c'est une bouffée de rayonnement gamma, des photons gamma qui arrivent sur le détecteur, mais qui viennent cette fois-ci de la surface de la Terre. C'est une bouffée extrêmement brève. Là, vous avez une échelle de temps en millisecondes, et c'est le nombre de particules qui ont été reçues. Vous voyez ici, ça c'est 13 millisecondes, ça c'est 12,5 millisecondes, c'est-à-dire qu'on a moins d'une milliseconde pour la durée du phénomène. Bien. Et puis la distribution en énergie, vous avez un spectre correspondant à ces choses-là. Là où vous avez des énergies, vous avez un pic à quelques dizaines de kiloélectronvolts, mais on observe des énergies qui vont jusqu'à quelques dizaines de mégaélectronvolts. Bon, observation intéressante, mais maintenant, autre chose qui est particulièrement intéressante, si on regarde les TGF qui sont observés par RECI, alors souvenez-vous, je viens de vous dire que le CGRO avait vu 80 phénomènes sur une dizaine d'années d'existence. RECI, qui est lui dédié avec un détecteur gamma qui était plus pour l'observation du Soleil, avec des caractéristiques, avait été conçu avec des caractéristiques qui lui permettaient d'être un peu mieux adapté au TGF d'origine terrestre. Lui, il en a trouvé 800 entre 2002 et 2008. Donc vous voyez, on a gagné déjà presque un ordre de grandeur, simplement en changeant de détecteur gamma. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pouvait comme ça localiser d'où venaient à la surface de la Terre les différents TGF qu'ils ont observés. Donc les petits spots bleus que vous avez ici, ça vous montre l'origine de tous les TGF qu'ils ont observés. Donc vous voyez, donc ça, les lignes vertes, ça dit que le satellite RECI est avec une inclinaison de 40 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'observe jamais, il ne passe jamais au-dessus des plus ou moins 40 degrés. Et puis au-dessus de ce qu'on appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud, il y a le champ magnétique qui est particulièrement faible ici, et donc il y a des précipitations de particules dans les ceintures de radiation. On est obligé, pour préserver les équipements des satellites, de mettre off et des détecteurs gamma, donc il n'y a pas de mesure dans cette zone-là. C'est ce que ça veut dire. Donc les mesures faites ont été entre ces 2 lignes vertes. On voit qu'elles ne se répartissent pas de façon uniforme, mais qu'elles sont centrées sur 3 bassins bien précis. Le bassin d'Amérique centrale, le bassin équatorial et le bassin indonésien. Là où il y a le plus d'orages. Donc il y a une parfaite adaptation entre, on voit bien que c'est bien corrélé à ce qui se passe au-dessus des orages. Et voilà d'ailleurs pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe là. Alors ça, c'était RECI. Depuis, on a encore lancé d'autres satellites, Fermi, qui est encore plus récent, mais qui lui aussi, mais pas pour longtemps, qui était dédié à la physique astrophysique, la physique des hautes énergies dans le cosmos. Donc encore une fois, un détecteur gamma pas du tout adapté. Par contre, ce qu'ils ont pu faire, eux, c'est au lieu de faire l'analyse à bord, ils ont pu faire un mode spécial TGF, implanter un mode spécial TGF, puisqu'ils avaient déjà les connaissances, et ils pouvaient donc renvoyer directement toutes les mesures vers le sol, et l'analyse était faite au sol. Donc ça permettait, au lieu d'avoir des mécanismes d'analyse automatiques à bord, pas adaptés au phénomène, de faire une analyse plus fouillée des mesures faites par leur détecteur. Et en faisant ça, ils ont gagné encore un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 TGF par semaine, ils en ont maintenant 30. Donc ça illustre bien une chose, c'est que tant qu'on n'aura pas mis dans l'espace un détecteur gamma qui est vraiment fait, adapté au phénomène,
on ne saura pas vraiment quelle est la fréquence, le taux d'occurrence de ces phénomènes-là. Si ça se trouve, ils sont encore 1, voire 2 ordres de grandeur plus nombreux. Bien. Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment sont produits ces TGF? Alors, si on regarde les spectres, des choses comme ça, on sait qu'ils sont parfaitement... le mécanisme, on imagine qu'il y a dans les éclairs d'orage des mécanismes accélérateurs d'électrons, et ce sont ces électrons accélérés qui, par rayonnement Bremsstrahlung, produisent des photons gamma. Donc ça veut dire des électrons accélérés jusqu'à des dizaines de mégaélectronvolts. L'énergie max typique, on va voir que c'est sujet à controverse 30 mégaélectronvolts. La durée typique, une fraction de milliseconde, on l'a vu. Et à partir des mesures qui ont été faites, on estime maintenant qu'il y a un taux d'occurrence d'environ 400 000 phénomènes par an, c'est-à-dire 1 toutes les minutes, en prenant l'ensemble de la surface de la Terre. Mais là, encore une fois, c'est un chiffre qui est basé sur ce que nous a permis de détecter les détecteurs gamma en orbite autour de la Terre. L'affluence typique, le nombre à basse altitude, à l'orbite de basse altitude, c'est typiquement 1 photon par centimètre carré. Bien. Maintenant, quelle est l'origine des TGA? Il va falloir donc accélérer très fortement les électrons. Quel mécanisme proposer pour faire ces choses-là? Et là, quand on commence à réfléchir à ce problème-là, on rencontre tout de suite un problème. C'est d'abord, on voit bien que les spectres TGF qui sont mesurés par les satellites sont parfaitement consistants avec une émission effectivement du type émission gamma, émission de freinage. Hein. Donc on a des protons, on a des électrons qui sont accélérés, qui sont déviés, et puis c'est une émission gamma qui sont dues à l'accélération. Problème, c'est que les zones, s'ils sont produits dans les nuages d'orage, c'est-à-dire que c'est à basse atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a une densité atmosphérique encore importante, et dans ces conditions-là, c'est très difficile d'accélérer des électrons. C'est-à-dire que si on prend des électrons thermiques et qu'on leur soumet un champ important, ils ne sont pas dans le vide, donc ils ne vont pas être accélérés de façon librement. Ils ne vont pas arrêter de collisionner, d'exciter les particules sur leur chemin, et donc ils vont perdre toute l'énergie qui est donnée par le champ, va être en fait perdue dans des collisions. Et donc si on fait un peu le bilan de tout ça, si on regarde ce qui se passe au niveau des orages, hein, à pression atmosphérique, on a un petit diagramme qui résume un peu la situation, qui est le suivant, qui est un petit peu compliqué à comprendre. Ici, vous avez l'énergie en électronvolts des populations d'électrons que vous pouvez obtenir. Et ici, ça vous donne un peu la perte par mètre, la perte d'un électron et par mètre due aux forces de friction à pression atmosphérique et à température atmosphérique au niveau du sol. Ce qu'il faut comprendre, grosso modo, c'est que si vous êtes ici, par exemple, et que vous appliquez un champ de l'ordre de 10 000 volts par mètre, vous allez vous retrouver ici. À partir de là, toute l'énergie que vous donne votre champ est perdue dans la friction. Et au-dessus, donc vous ne pouvez pas passer cette partie-là, puisque là, l'énergie serait supérieure. Vous perdez plus d'énergie dans la friction que de l'énergie donnée par le champ. Donc ça veut dire, vous voyez, que pour des champs de l'ordre de 10 000 jusqu'à 10 000 ou même 100 000 volts par mètre, ce que vous pouvez faire avec des électrons thermiques, c'est les amener jusqu'à, disons, quelques électronvolts, disons une dizaine d'électronvolts, maximum. Donc même en ayant des champs énormes dans l'atmosphère, dans la basse atmosphère, vous ne pouvez produire que des électrons de l'ordre de au maximum, disons, d'une dizaine d'électronvolts. Donc on est très loin des 10 mégaélectronvolts dont on a besoin pour expliquer les phénomènes observés. Donc là, on a un gros problème. Enfin, on a un problème, il faut essayer de le résoudre. Il n'y a pas le choix. Hein. Si vous voulez, il y a deux écoles possibles qui permettent, et ça donne deux mécanismes de génération. Le premier mécanisme, c'est de dire, bon, c'est vrai, on ne peut pas amener des électrons thermiques jusqu'à ces énergies, mais par contre, si on a une population d'électrons qui sont déjà avec une énorme énergie, dans ces cas-là, on va utiliser cette courbe, et vous voyez que si vous vous mettiez avec des champs de l'ordre de, disons, 100 000 volts par mètre, hein, et bien dans ces cas-là, donc c'est des champs déjà considérables, mais quand même, c'est encore possible, vous allez pouvoir, si vous avez une population d'électrons de l'ordre de quelques dizaines de kiloélectronvolts disponibles, eux, vous allez pouvoir les accélérer jusqu'à des mégaélectronvolts. Mais ça suppose donc la préexistence d'une population d'électrons, c'est plus des électrons thermiques, c'est des électrons de haute énergie. Alors qu'est-ce qui peut produire ces électrons de haute énergie? Eh bien, c'est Gurevitch qui a eu le premier à eu cette idée-là. Il a dit, mais on peut avoir ce type de population-là, et elles sont produites par les rayons cosmiques qu'on a en permanence dans l'atmosphère terrestre. Eux, par avalanche, produisent à peu près à l'altitude des orages, justement, des populations d'électrons de quelques dizaines de kiloélectronvolts, lesquels
s'il y a des champs de quelques centaines de kilovolts donc de quelques kilovolts par centimètre ou de quelques centaines de kilovolts par mètre, dans ces cas-là, on va pouvoir produire des électrons avec des énergies suffisantes. Bon, première école. Deuxième école, c'est l'école, on a besoin de champs très forts. Au lieu on va avoir des champs dans ces cas-là de 200 kV par centimètre. Et là, par effet tunnel, il n'y a pas besoin effectivement d'aller au-dessus. Simplement par effet tunnel, on va pouvoir, dans ces cas-là, amener même des électrons thermiques jusqu'aux énergies dont on a besoin. Mais alors, il faut des champs considérables. Oui. Donc, deux écoles. Donc, ça donne lieu à ce type de mécanisme-là. La première, elle est synthétisée ici. Donc, vous avez des champs de quelques centaines de kilovolts par mètre. Hein. C'est ça, quelques centaines de kilovolts par mètre. Mais sur des échelles, pour que ça donne lieu au nombre de photons observés, sur des échelles spatiales qui sont quelques centaines de mètres, voire kilomètres. Et puis, vous avez l'autre école qui dit non, on a besoin de champs très intenses, mais sur des distances très petites. Et qui se produisent au bout des petits traceurs qu'il peut y avoir dans les nuages d'orage. Alors, laquelle de ces deux théories va gagner? Donc, a priori, celle qui semble la plus simple, c'est celle-ci, c'est la première, hein, c'est celle qui fait l'hypothèse des rayons cosmiques. Elle a un autre très fort argument, c'est que si on prend ce modèle, on regarde les spectres qui sont produits dans le nuage d'orage, on obtient une courbe qu'on peut faire par la théorie, et ensuite par des simulations de Monte-Carlo, on peut regarder quel sera le spectre résultant à la hauteur des satellites qui font les observations. Et si on compare le spectre théorique aux mesures qui ont été faites par RSI, on voit un accord quasiment parfait. Donc ça, c'est Mais à vrai dire, si on prend l'autre théorie, finalement, on obtient aussi un accord aussi bon. Donc ce n'est pas suffisant pour les séparer en réalité. Bien. Il y a quand même un mais avec ces théories-là, c'est que maintenant, je ne vous ai pas parlé d'Agile, c'est un dernier satellite qui a été lancé aussi depuis 2007, qui lui a la capacité de regarder des énergies beaucoup plus que quelques dizaines de mégaélectronvolts. Et lui, il a détecté maintenant, en fait, des TGF avec des énergies qui vont jusqu'à l'ordre de la centaine de mégaélectronvolts. Et là, on voit un écart. Alors jusqu'à présent, on n'avait des mesures que jusqu'ici, et ces dernières mesures montrent une différence par rapport à la courbe théorique. Donc ça veut dire que la réalité est probablement plus compliquée que ce qu'on a actuellement. D'accord ? Donc l'autre théorie, son gros problème, c'est qu'elle a besoin de champs très intenses, mais maintenant, on retrouve beaucoup d'intérêt là-dessus, cette théorie, puisque maintenant on sait, par des expériences qui ont été faites en laboratoire, sur des décharges qu'on produit dans des laboratoires, on sait qu'à l'intérieur, à pression atmosphérique, avec des choses comme ça, et même des modèles qui sont faits actuellement, on sait qu'à la surface, vous avez vu ces petits traceurs qu'on a vu quand je vous ai montré les orages tout à l'heure, je vous ai montré ces traceurs qui se propagent. Et bien à l'extrémité de ces traceurs, sur des distances extrêmement petites, de l'ordre de centimètres, vous pouvez avoir des champs qui font plusieurs centaines de kilovolts par mètre. Et donc ça permettrait, à partir simplement des électrons thermiques, de les amener directement à l'énergie suffisante. Donc deux théories en compétition, et pour l'instant assez peu d'informations pour pouvoir les départager. Donc voilà un petit peu le bilan un petit peu de nos connaissances actuelles concernant les TLE, les TGF. Donc on a vu qu'il y a plein de questions qui restent en suspens. Et là, je voudrais une petite sélection des questions. Sur les TLE, alors comment est-ce qu'on va expliquer la microphysique des TLE? Comment est-ce qu'on peut expliquer les différents types de sprites? Quel type d'orage pour quel type de TLE? Là, on a aussi assez peu d'informations. Les jets, quelle est leur corrélation avec les éclairs? Ça, c'est pas encore bien compris d'ailleurs. Donc il y a encore beaucoup de choses à trouver là-dessus. Il y a plein d'autres questions, j'ai simplement sélectionné quelques-unes. Les TGF, quelle est la bonne théorie? Et même, est-ce qu'il y en a une de bonne là-dedans? Quels sont les vrais flux et les vrais spectres de photons TGF à altitude satellite? Pour l'instant, en fait, c'est complètement dépendant de la technologie des détecteurs gamma. On a vu qu'en fait, on est limité par la technologie actuelle. Quand on augmente la technologie, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de TGF, qu'ils n'ont plus le même spectre. Donc, il faut absolument envoyer là-haut un spectre gamma adapté à ces phénomènes-là. Ensuite, question qui peut se poser aussi, donc on a des TGF, s'ils sont beaucoup plus nombreux que prévu, quelles conséquences pour les passagers des avions, lorsqu'ils se trouvent malencontreusement obligés de traverser des orages? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Et quel est le lien entre ces TGF avec les TLE, particulièrement avec ces phénomènes de basse altitude, les jets, qui se produisent dans les mêmes zones de génération?
Ça, on ne sait pas. Et puis les liens avec des faisceaux d'électrons, positrons relativistes, enfin, il y a plein de phénomènes à regarder. Et puis tous ces phénomènes-là, maintenant, pas du tout pris en compte jusqu'à présent, quel est leur impact sur la physico-chimie de la haute atmosphère, et puis quel est leur impact sur le circuit électrique global. Autant d'inconnus. Donc c'est clair, on a besoin d'observations simultanées des éclairs, des TLE, des TGF, à partir de satellites qui vont être au-dessus de l'orage et qui vont regarder par-dessus. Et il faut capter le maximum d'informations à haute résolution pour pouvoir faire avancer maintenant notre connaissance sur ces phénomènes-là. Alors, vous avez vu que c'est un phénomène. Il y a plein de phénomènes qui sont apparus, enfin, qui ont été découverts entre les années 90 et le milieu des années 2000. Donc, c'est tout récent. Donc, ça a complètement réactivé et révolutionné la communauté des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle l'électricité atmosphérique. C'est un domaine maintenant qui est en pleine effervescence, avec des publications en nombre croissant, une activité intense. Et puis, qui dit activité intense, ça veut dire des projets, évidemment, qui sont à la clé. Et donc, tout un tas de projets. Alors, je vous ai présenté ici les principaux projets. Donc, rapidement, des projets principalement. Alors, celui sur lequel je vais revenir en détail, c'est Taranis, donc je le laisse de côté pour l'instant. Principalement, en ce moment, ça va être des projets qui sont liés à la Station spatiale internationale. Un projet européen qui s'appelle ASIM, qui va installer un détecteur gamma, qui sera lancé vers 2016, qui devrait être installé à bord de 2016. Et puis un projet qui est déjà opérationnel depuis la fin 2012, qui s'appelle GLIMS, c'est un projet japonais, sur la partie japonaise de la Station internationale, et qui fait des mesures, qui a essentiellement des détecteurs optiques, et qui font des mesures à l'aide de microcaméras et de photomètres pour les caractérisations des TLE. Il y a aussi des capteurs VLF, mais bon, j'en parle pas, parce que l'environnement n'est pas bon. Il y a aussi un tas de petits nanosatellites qui ont été lancés rapidement pour observer ce phénomène. Mais bon, jusqu'à présent, ces choses-là n'ont pas donné de résultats très probants. Il faut savoir que si vous avez un tout petit satellite, ça veut dire que vous avez un tout petit capteur. Et donc, comme on a des choses ici, on a des phénomènes quand même où il y a un photon par centimètre carré, c'est un petit peu difficile de faire de la physique. Donc, si vous voulez vraiment faire une physique importante, intéressante, si vous voulez vraiment apporter des nouvelles informations physiques, vous êtes obligé d'avoir des détecteurs gros, donc de la masse, une électronique extrêmement rapide, donc vous demandez de l'énergie, et ça a un coût. Et le coût de ça, ça correspond à l'émission de cette aide. Alors justement, pour terminer cette partie-là, je vais vous parler de Taranis, donc cette mission dans laquelle je suis directement impliqué. Alors l'idée de Taranis, donc je suppose que maintenant, après tout ce séminaire, vous avez compris qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Eh bien donc, voilà une mission qui va être complètement dédiée à l'étude des TLE et des TGF, au-dessus des nuages d'orage. Alors, le lancement est prévu pour 2016. Donc, c'est, on ne peut pas dire un micro, moi je dirais plutôt un mini-satellite. La dimension, grosso modo, c'est 1 mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Alors, on dit souvent, c'est un peu comme une machine à laver, grosso modo. Mais c'est très dense, puisqu'on a presque 200 kg là-dedans. En fait, c'est 180 kg, mais bon. Donc, c'est vraiment important. L'orbite de Taranis, c'est ce qu'on appelle une orbite héliosynchrone, avec une inclinaison à 98 degrés, donc une orbite quasi-polaire, si vous voulez, qui passe par le pôle. Héliosynchrone, ça veut dire qu'on passe toujours au-dessus d'un même point à la même heure locale. Avec une altitude entre 650 et 700 km d'altitude. Donc une mémoire de bord importante pour pouvoir récupérer les données. Et ce qui est important, c'est qu'on aura une précision de datation absolue à bord de 1 milliseconde. On est sur des phénomènes qui sont très courts, très brefs. Il ne s'agit pas d'avoir une précision de datation à bord qui soit très mauvaise. Surtout si on veut comparer les données qui vont être mesurées à bord des satellites avec les mesures qui sont faites au sol ou par les autres expériences. Et donc aussi une précision de la localisation de tous les phénomènes à plus ou moins 5 km au niveau du sol. Donc vous allez voir ça. Donc l'objectif, c'est donc, ce sera la première fois que ce sera fait, c'est de pouvoir à la fois observer les TLE, les TGF, les éclairs, tout à la fois, plus d'avoir des mesures complémentaires, avoir un spectre des mesures à haute résolution des électrons énergétiques, et puis aussi avoir toute une gamme, toute une panoplie d'instruments ondes qui vont pouvoir éventuellement mettre en évidence toutes les signatures électromagnétiques dans une gamme de fréquences qui vont partir du continu jusqu'à 35 MHz. Donc on aura toutes les informations possibles et imaginables pour essayer de caractériser ces phénomènes. Donc les grands objectifs, comprendre les liens entre les TLE, le TGF et les conditions de l'environnement, identifier toutes les signatures associées à ces phénomènes, tout ça pour
fournir de nouvelles informations pour permettre de dire ah ben, c'est cette théorie qui est bonne, ou aucune théorie n'est bonne, ou voilà quelque chose de nouveau, comment vous l'expliquez. Et aussi, in fine, c'est fournir de nouvelles informations pour commencer à travailler, à quantifier l'impact de tous ces phénomènes sur la physico-chimie, la haute atmosphère terrestre. Donc pour faire ça, on a besoin de plein d'instruments, puisqu'on veut regarder des TLE, donc on a besoin de faire des mesures optiques. On veut regarder les TGF, donc on a besoin de détecteurs gamma, et pas n'importe quel détecteur gamma, on a vu ça. On veut aussi voir les électrons, donc on a besoin de détecteurs d'électrons énergétiques. Et puis on veut aussi éventuellement mettre en évidence toutes les signatures électromagnétiques associées à ces phénomènes. Donc on veut des capteurs électromagnétiques entre 0 et 35 MHz, à la fois électriques et magnétiques. Donc on veut mettre tout ça sur un mini-satellite. N'oubliez pas, 1 mètre sur 1 mètre. Et ce qui nous intéresse, tous les instruments, bien sûr, ils veulent tous être du même côté de la plateforme. Le côté de la plateforme qui va regarder la Terre. Hein? Donc ici, vous avez pour les besoins de la visualisation, ça c'est la direction de la Terre, donc c'est vers la Terre. Et vous voyez qu'ici, c'est la plateforme qui contient toute l'instrumentation. Donc tous les instruments de la mission sont tassés là-dessus. Donc ça amène des complications énormes, hein, puisqu'il a fallu se tenir compte de la relation entre les instruments les uns par rapport aux autres. Et donc ça a été un vrai challenge pour la mission Taranis. Alors je passe rapidement, il y a des micro-caméras, il y a des photomètres, il y a des détecteurs gamma. Alors détecteur gamma, c'est un détecteur gamma basé sur ces révolutionnaires. C'est la première fois qu'un détecteur gamma de ce type volera dans l'espace. Il est basé sur un matériau un scintillateur ultra rapide, c'est du LABR3, lanthanum bromide. Et puis une électronique ultra rapide associée à ces phénomènes-là. Il y aura aussi des détecteurs d'électrons énergétiques, 2 détecteurs en fait, pour pouvoir séparer les faisceaux d'électrons qui viennent du sol de ceux éventuellement qui pourraient venir de l'espace, des ceintures de radiation. Et puis toute une gamme de capteurs électromagnétiques pour faire les mesures. Donc c'est vraiment très très occupé. C'est un peu limite. La stratégie. Donc comme on a beaucoup d'instruments, que c'est un petit satellite, eh ben, on est obligé de faire des choix. On n'a pas l'énergie disponible sur toute l'orbite. Et donc, on va travailler entre plus et moins 60 degrés. Ce n'est pas un problème, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au-dessus des orages. Et on a vu que les orages, ils se passent plutôt entre la zone équatoriale et les moyennes latitudes. Donc, ce n'est pas une limitation pour nous. Problème, on ne pourra pas faire de mesures optiques, ni de mesures X et gamma, comme les autres expériences précédentes, au-dessus de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Bon. Il faudra faire avec. 2 types de données vont être mesurées. Des données qui vont être mesurées en continu, qui vont servir à savoir un petit peu l'état de base du milieu dans lequel on se promène, en dehors de tout événement. C'est ce qu'on appelle des données sur V. Donc il y aura 2 gigaoctets de données par jour qui vont être téléchargées, qui serviront à décrire l'état de l'ionosphère et de la surface du sol, de ce qui se passe, sans lien vraiment avec les événements TLE ou TGF. Et puis les données événements, qui sont les données sciences, là aussi 2 gigaoctets de données par jour, qui sont, elles, des données haute résolution qui sont spécifiquement associées à des événements. Donc ça veut dire qu'il y aura à bord un système qui permettra de déclencher automatiquement le passage aux données haute résolution lorsque des événements arrivent. Donc ça vaut le coup d'en parler un petit peu plus. J'ai prévu une vue supplémentaire. Donc ça veut dire qu'à bord, on aura un système intelligent. On aura d'abord on aura 4 instruments phares qui vont être ce qu'on appelle des instruments déclencheurs. Alors ce sont les photomètres qui vont servir à dire « Attention, moi j'ai vu un TLE, il faut tout se passer en haute résolution. » Un détecteur gamma, bien sûr, qui me dit « Attention, moi j'ai vu un TGF, je veux récupérer les données de tout le monde associées à ces choses-là. » Un détecteur pour les électrons énergétiques qui dit « Moi j'ai vu un faisceau d'électrons énergétiques intense, hop, on va passer tout ça en données de haute résolution. » Et puis moi, un détecteur aussi pour associer la mesure des ondes haute fréquence qui me dit « Moi j'ai vu une bouffée d'ondes électromagnétiques à haute fréquence. » On passe tous en mode haute résolution. Donc 4 instruments déclencheurs. L'alerte est envoyée à un système intelligent à bord d'électronique embarquée qui s'appelle MEXIC, qui est le Multi-Experiment Interface Controller, qui gère toutes ces alertes et qui décide de passer ou non en mode alerte. Et dans cette gamme-là, tous les instruments passent en haute résolution. Là, vous me direz, mais c'est trop tard, lorsqu'ils vont recevoir l'alerte, vous allez mesurer les événements après. Non, mais on a prévu les choses, bien sûr, c'est qu'à chaque instrument contient une mémoire circulaire dans lequel on stocke en permanence les données à haute résolution. Donc, quand on reçoit l'alerte, peut-être à un instant donné, dans la mémoire circulaire, vous avez à la fois des données avant, et puis vous allez avoir toutes les données après. Donc, chaque instrument va pouvoir, comme ça, transmettre dans la mémoire de bord toutes des données, des événements,
des données associées aux événements entourant l'événement. Donc la mémoire embarquée permettra de faire jusqu'à 12 événements par demi-orbite, avec un maximum de 36 événements. Donc avec ça, on disposera chaque jour de 2 gigaoctets de données haute résolution, associées à des données particules, des données gamma, des données ondes, et tout ça nous permettra de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et de faire de la science avec ces choses-là. Le lancement, ça devrait être une fusée Soyouz, mais à partir de Kourou, vous savez que depuis, ça peut être l'an dernier, je pense, il y a même 2 ans, les Soyouz peuvent être lancés à partir de Kourou. Donc alors il faut savoir qu'on est un tout petit satellite, donc on ne peut pas se payer une Soyouz. Donc on va utiliser une fusée Soyouz qui est en fait lancée pour un autre satellite. Et on va prendre place à bord de ces choses-là. Hein, donc ça c'est illustré par ces choses-là. Vous avez la coiffe, donc vous voyez le beau satellite là. Ça c'est pas nous. Nous on est là. Hein. Et même comme ça coûte cher. Hein. Donc voilà, nous on est ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne maîtrise pas trop la date de notre lancement, puisque ça dépend des autres, en fait. C'est quand ils sont prêts. Alors ça ne nous arrange pas vraiment, mais bon, on fait avec. Et si tout va bien, eh ben, on devrait être lancé en 2016. Fin 2016. Alors la fusée qui est retenue, c'est une fusée qui s'appelle, qui est une Soyouz, mais qui serait destinée à mettre en orbite le satellite européen qui s'appelle EarthCare. Donc on espère que EarthCare va être dans les temps et qu'ils ne vont pas nous poser de problème. Donc maintenant, avant de conclure, et éventuellement de passer aux questions, ce que je vais vous présenter, c'est un petit film qui fait un petit peu la synthèse de ce que je vous ai dit pour la mission Taranis. C'est une petite animation 3D, ça dure 4 minutes. Des milliers d'orages sont actifs en permanence à la surface de la Terre. Au-dessus des nuages d'orage, de mystérieux et spectaculaires phénomènes ont été observés. Ces découvertes, faites dans les années 90, montrent que les orages affectent non seulement la couche basse de l'atmosphère, mais également les couches supérieures jusqu'au proche environnement spatial. Il nous reste aujourd'hui à découvrir et comprendre la face cachée des orages. Taranis, à la découverte de la face cachée des orages. Observer des phénomènes lumineux au-dessus des orages n'est pas facile car il faut s'en éloigner et utiliser une instrumentation adaptée. Les phénomènes produits par les orages sont tellement brefs qu'il est difficile à l'œil humain de les détecter. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme générique d'événements lumineux transitoires, TLE en anglais. Les premiers TLE à avoir été observés sont les sprites. Ils se produisent entre 40 et 90 km d'altitude, présentent une structure filamentaire complexe et peuvent être accompagnés ou non d'un halo. Un sprite a une durée de quelques millisecondes. Les elfes sont les plus hauts, les plus fréquents et aussi les plus brefs des TLE. Leur durée est de l'ordre de la milliseconde. Ils se produisent à une centaine de kilomètres d'altitude et se présentent sous la forme d'un anneau lumineux en expansion rapide. Les TLE les plus rares sont les jets. Ils durent quelques centaines de millisecondes. Initiés juste au-dessus des nuages, les jets bleus se propagent jusqu'à 40 ou 50 km d'altitude. Exceptionnellement, un jet pourra atteindre une altitude de 80 à 90 km. On parle alors de jet géant. L'observation depuis l'espace est particulièrement bien adaptée à l'étude de la face cachée des orages. Le satellite Taranis est ainsi dédié à l'étude de ces phénomènes lumineux. L'instrument MCP, constitué d'un ensemble de 4 photomètres et de 2 microcaméras, a pour mission de détecter, de caractériser et de localiser systématiquement tous les TLE survolés par le satellite. Outre les TLE, les orages donnent lieu à un autre type de phénomène fascinant appelé flash gamma terrestre, TGF en anglais. Dans certaines conditions, l'orage va se comporter comme un accélérateur de particules. Lors de ce processus, les électrons fortement accélérés vont générer une bouffée ultra brève de photons gamma de moins d'1 milliseconde. Taranis étudie aussi ces émissions de photons gamma. Installé à bord du satellite, l'instrument XGRE est un détecteur ultra rapide à scintillation, utilisé pour la première fois dans l'espace. À un TGF serait systématiquement associé un faisceau d'électrons très énergétique. Tandis que les photons se propagent vers le haut en ligne droite, les électrons vont se déplacer le long des lignes du champ magnétique terrestre.
L'instrument IDEE met en évidence ces électrons de haute énergie. Grâce à ces détecteurs, il peut distinguer les électrons associés au TGF des électrons provenant de la haute atmosphère. Lors de l'interception d'un faisceau, l'instrument mesure l'énergie des électrons et indique leur provenance. Taranis est la première mission spatiale entièrement consacrée à l'étude conjointe des événements lumineux transitoires et des flashs gamma d'origine terrestre. Une mission à la découverte de la face cachée des orages. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.